Bien, je vous propose de commencer avec 2-3 minutes d'avance, parce que je voudrais vous commenter le programme du cours cette année. Merci d'être là, fidèle à ces cours de la chaire de microbiologie et maladies infectieuses du Collège de France. Donc, en 2 mots, pour vous présenter un petit peu le programme, parce qu'il faut effectivement que je vous le commente, car c'est complètement illisible. C'est un test, comme chez l'ophtalmologiste. Donc, j'ai donné comme thème cette année, je vous avais prévenu d'ailleurs pour ceux et celles qui étaient là, le thème des symbioses microbiennes. J'ai appelé ça symbiose, antibiose, eubiose, dysbiose. J'ai beaucoup aimé le titre. Puis après, il a fallu mettre du contenu sous le titre. Et c'était une autre affaire, mais néanmoins, on a déjà parlé des symbioses, on a déjà parlé du microbiote, et je pense que pour beaucoup, ce sera des sujets familiers, mais plutôt que de le regarder sous l'angle, disons, du métabolisme ou de l'immunité, j'ai essayé de le mettre cette année plutôt sous l'angle des symbioses, de la signification des symbioses, du sens de la symbiose, en fond, dans l'évolution. Et j'ai pris pour ça un certain nombre d'exemples et de mécanismes dans différents modèles. Donc j'ai commencé par quelque chose qui serait peut-être plus facilement d'emblée abordable, qui est l'effet de barrière, c'est-à-dire la protection par le microbiote contre les agents infectieux ou des situations de nature un peu similaire. Ce sera donc le cours d'aujourd'hui, qui sera ensuite renforcé par le séminaire d'Éric Cascalès, qui a fait la gentillesse de venir de Marseille. Je le présenterai tout à l'heure pour nous parler d'un élément particulier de la guerre microbienne, qui sont les appareils de sécrétion, en particulier l'appareil de sécrétion de type 6. Je vous parlais de modèles, donc je ferai quelques digressions dans des modèles un petit peu peut-être inattendus pour certains d'entre vous, mais bon, c'est mon application du principe des fables de La Fontaine à la symbiose. Donc la semaine prochaine, je vous parlerai du calmar et de la fourmi. C'est 2 associations un petit peu inattendues, mais vous verrez l'idée et le sens dans la symbiose que ces 2 modèles peuvent apporter, en particulier tout ce qui concerne l'évolution des insectes sociaux et comment ça peut se conjuguer avec l'évolution de leur microbiote. Et on aura pour renforcer cette leçon Marc-André Sellos, qui est un de nos grands spécialistes des symbioses dans le milieu plutôt des plantes, qui nous fera donc un séminaire sur plantes et symbiose microbienne. Ensuite, j'ai prévu aussi un cours sur un autre système, ou 2 autres systèmes en fait, qui sont l'abeille et le moustique. 2 autres insectes, vous verrez, tout à fait passionnants. Et un séminaire de François Lelier, qui est un collègue et ami depuis très longtemps, qui fait partie de cette jeune génération des généticiens de la mouche et qui a développé un sujet très, très original sur l'utilisation de la mouche pour étudier le rôle du microbiote dans le métabolisme et dans au fond, le développement des larves et donc le rôle au fond, très clair du microbiote dans une étape du développement. Donc il nous parlera de tout ça. On parlera en janvier du virome, on parle toujours des bactéries, pas assez des virus, en grande partie parce qu'il n'y a malheureusement pas eu encore beaucoup de travaux sur les virus qu'on héberge éventuellement de façon chronique et quel est leur rôle dans la physiologie, dans la pathologie éventuellement. Tout ça, on y reviendra donc j'ai eu la chance d'avoir la participation de Christelle Desnus, qui viendra elle aussi de Marseille. Décidément, c'est une forte représentation marseillaise cette année, qui est une virologue qui s'occupe particulièrement de ces virus géants, des mimivirus, et au fond de virus mal identifiés jusqu'à présent dans notre organisme et le rôle qu'ils pourraient jouer à la fois dans l'homéostase, dans la physiologie et dans la pathologie. On aura aussi un séminaire, ou en tout cas je vous ferai un cours sur, je n'arrive même pas à le lire sur mon propre, sur le poids du microbiote. Oui, ça c'est Karine Clément. Donc au fond, Karine Clément viendra nous faire un séminaire sur microbiote et obésité, diabète, qui est absolument passionnant. J'aurais introduit ça, si je puis dire, par une leçon sur, au fond, le sens de la composition ou de la décomposition, si on peut dire, de ces microbiotes, et comment peut-on essayer de détecter dans les compositions du microbiote associé à l'homme
ou à l'animal, des signatures au fond qui nous indiqueraient un certain degré de pathogénicité. Donc ce sera une réflexion au fond sur ce qu'on appelle maintenant les postulats écologiques de corps, c'est-à-dire comment peut-on identifier et confirmer ou infirmer le rôle pathogène d'une dysbiose, et ça pose tout le problème de l'équilibre et de la définition de ces populations microbiennes. Et puis le dernier cours sera sur le rôle du microbiote dans le développement aux âges précoces de la vie, c'est-à-dire dans le développement du nourrisson, enfin dans la période postnatale, du nourrisson et de l'enfant. Il commence à sortir des choses tout à fait passionnantes dans ce domaine, et ce sera illustré par un séminaire d'une chercheuse postdoctorale de mon laboratoire qui s'appelle Pascale Vonech, qui mène avec moi un projet sur l'interface entre nutrition et infection dans les pays pauvres, en particulier en République centrafricaine et à Madagascar, et on vous montrera au fond ce que peut être la recherche, disons, translationnelle pour essayer de mieux comprendre comment les anomalies du microbiote peuvent impacter sur la nutrition et sur le développement de l'enfant. Donc ça, ce sera pour les cours, et puis comme bien sûr tous les ans, il y aura un symposium international qui en fait clôturera ce cours, qui se tiendra à la fin du mois de juin, c'est le 28 et le 29 juin. Et le titre en fait est Microbiome et évolution de l'homme. La biologie rencontre l'anthropologie, ou l'anthropologie rencontre la biologie. On fait ça en collaboration avec mon collègue Brett Finlay à l'University of British Columbia à Vancouver et le Peter Wall Institute for Advanced Studies. Et participe aussi le Canadian Institute for Advanced Research, CIFAR, dont je fais partie, et sur justement ce programme de microbiome et évolution de l'homme. Donc on parlera d'ADN ancien et comment on peut retrouver. J'ai fait déjà un cours sur l'évolution du bacille de la peste l'année dernière, mais on reviendra encore plus largement sur ce sujet. On parlera de l'anthropologie, de la perception des microbes par les populations et d'un certain nombre de situations où cette perception des microbes impacte sur les comportements humains et vice-versa. Et puis on parlera aussi dans la troisième partie de ce symposium de situations contemporaines en fait, où au fond on identifie des situations où le microbiote peut avoir un rôle relativement important, voire très important dans une étape du développement, et comment rétrospectivement tout ça a pu jouer sur ce que l'homme est devenu aujourd'hui, en partie grâce à ces microbes ou en dépit des microbes. Donc voilà à peu près le programme tel qu'il va se présenter cette année. Et donc ce séminaire qui suivra cette première leçon, dont le titre est Effet de barrière du microbiote, symbiose et antibiose. Ça illustre la première partie du titre que j'avais donné à cette série de leçons. Donc je vais essayer de vous parler d'un effet très concret, de ce que font les microbes qui peuplent nos surfaces muqueuses, en particulier le tube digestif. C'est un sujet qu'on a déjà touché de façon peut-être plus superficielle, mais je voudrais ici le reprendre et le creuser un petit peu plus avec vous. Donc on va d'abord bien entendu revoir un tout petit peu des notions générales sur la composition du microbiote, en particulier du microbiote intestinal, puis ensuite on va rentrer dans une analyse des facteurs qui assurent cet effet de barrière qui nous protège contre des microbes allogènes, contre des microbes pathogènes. C'est ce que Thomas Pradeux, qui est un philosophe des sciences avec qui on discute très régulièrement, appelle notre second système immunitaire, c'est-à-dire ces microbes qui, sur les premières étapes, au fond, nous protègent contre la tentative d'intrusion d'un microbe, en particulier, bien entendu, pathogène. Alors, comme vous le savez, ça c'est vraiment une introduction très, très générique, notre corps en fait présente une mosaïque de microbiotes, c'est-à-dire d'assemblages microbiens, et simplement par le code couleur qui représente les grands filats microbiens, vous voyez d'emblée qu'aucun microbiote ne ressemble à un autre et chacun au fond représente une coévolution depuis milliers d'années entre nous-mêmes
ces différentes zones qui ont des propriétés physico-chimiques en particulier différentes, et donc ces populations microbiennes auxquelles nous sommes exposés et auxquelles nous allons progressivement adhérer et donc former ces différents microbiotes. Alors, c'est quand même très largement le microbiote intestinal qui, pour l'instant, tient la pole position, si je puis dire, dans la mesure où c'est là que le plus gros des études a été fait jusqu'à présent. C'est donc ce modèle que je prendrai pour essayer de disséquer avec vous les effets de barrière du microbiote. Il faut bien entendu d'emblée imaginer que tous les autres microbiotes ont eux-mêmes cet effet de barrière, que ce soit le microbiote cutané, bien entendu, que ce soit le microbiote des voies respiratoires supérieures, voire inférieures. Maintenant, on sait qu'il y a un microbiote, même s'il est très dynamique au niveau de la trachée des bronches, au niveau vaginal, par exemple. Tout ça sont des sites, des organes, des éléments muqueux qui sont extrêmement fragiles et qui ont besoin de cette protection microbienne sur laquelle on va revenir. Donc voilà un petit peu l'idée générale. Mais dès qu'on commence à rentrer dans cette notion, on se pose bien entendu la question de la composition de ces microbiotes. Et d'emblée, en particulier pour le microbiote intestinal, on s'est aperçu dès la fin des années 70, parce que le microbiote n'est pas né d'hier, si je puis dire. On savait déjà depuis le début du XXe siècle qu'il y avait associé à nos muqueuses des microbes qui n'étaient pas pathogènes. Et donc la question se posait d'emblée de savoir si ces microbes pouvaient avoir une fonction éventuelle dans l'évolution, dans la physiologie, et éventuellement leur absence ou leur altération dans la physiopathologie. Je m'aperçois, je ne me sers pas du micro. Est-ce que vous m'entendez au fond ? Oui, d'accord, donc c'est peut-être mieux de... Vous me dites s'il y a un problème. Non ? Plus fort ? Bon, alors, je vais utiliser le micro. Il marche. Vous pensez que ça marche mieux, là ? Non. Bon, allez, je parle plus fort. Donc, on s'est aperçu très très tôt, en gros dans les années 60-70, que, au fond, pour un microbiote comme le microbiote intestinal, il manquait des phyla bactériens, il manquait des phyla microbiens. C'est ce que des auteurs ont appelé the Great Plate Anomaly, la grande anomalie de comptage sur les boîtes, c'est-à-dire qu'on voyait des microbes, mais seulement une fraction d'entre eux poussaient. Et cette fraction qui était cultivable, c'était environ 60%. Donc il y avait cette inquiétude, au fond, dans ce catalogage des micro-organismes, qu'on en rate un certain nombre et qu'en fait, comme d'habitude, on rate les plus importants. Donc les choses ont changé à partir des années 70. Il y a un chercheur américain qui est d'ailleurs un chercheur qui travaillait sur la microbiologie de l'environnement. On ne parle pas assez souvent de la contribution que les gens de l'environnement ont apportée à toute cette microbiologie, qui s'appelait Woese, et qui a imaginé en fait une technique qu'on appelle maintenant l'identification moléculaire, qui a consisté à identifier les grands phyla bactériens en utilisant les gènes codants pour l'ARN 16S, c'est-à-dire les ARN qui constituent la petite sous-unité du ribosome. Et ces gènes, en fait, sont intéressants parce qu'ils ont des séquences qui sont conservées et des séquences qui sont variables. Et donc, en étudiant ces séquences variables et en les replaçant sur un arbre phylogénétique, on peut identifier non pas tellement des espèces, plutôt des genres, ou plutôt ce qu'on appelle en termes de taxonomie des OTU, c'est-à-dire des Original Taxonomy Unit, quelque chose qu'en gros vous pouvez rapprocher d'un genre microbien. Donc c'était fait à l'époque avec les techniques d'identification et de séquençage à la Sanger, et ça s'est bien entendu complètement et considérablement modifié à l'heure actuelle avec les techniques d'amplification génique et de séquençage à haut débit. Mais néanmoins, le ciblage est sur ces gènes. Et donc, on a une information qui est une information essentiellement taxonomique, éventuellement phylogénétique, mais on n'a pas une information globale sur les propriétés métaboliques, par exemple, de ces micro-organismes. On ne peut le savoir qu'en rétrospectivement, en connaissant éventuellement le micro-organisme identifié. Donc, ces méthodes ont complètement révolutionné les approches en apportant une dimension moléculaire qui a permis de boucher ce trou d'identification des micro-organismes. Et je voudrais vraiment rendre hommage à un chercheur français de l'INRA qui a été, au fond, Joël Doré, donc, vous voyez sur cette photo, qui a été le premier à utiliser ces méthodes d'identification moléculaire
pour faire en fait une étude qu'on appelle maintenant métataxonomique, c'est-à-dire de l'ensemble des micro-organismes présents dans l'intestin, grâce à cette approche qui avait été initiée par Woese et ses collaborateurs. Donc on est là passé dans une autre dimension qui est la dimension de l'exhaustivité et au fond de la possibilité de commencer à avoir une vision globale du microbiote intestinal chez l'homme, mais aussi bien entendu chez les animaux. Alors, ce microbiote intestinal, en particulier fécal, c'est celui qui est le plus facile à récupérer, si je puis dire, il va être composé de deux énormes phyla microbiens qui sont ce qu'on appelle les firmicutes. Les firmicutes, ce sont des grammes positifs anaérobies. Et les bactéroïdétes, qui sont des grammes négatifs, anaérobies aussi. La plupart, et c'est la raison des difficultés de culture, étant extrêmement sensibles à l'oxygène, donc mourant dès qu'ils sentent une molécule d'oxygène. Donc difficulté, bien entendu, dans la culture, et beaucoup de ces micro-organismes ont fini par être sortis, malgré tout, avec la sophistication des approches de culture en anaérobiose. Néanmoins, un certain nombre passaient les mailles du filet, et il a fallu avoir ces méthodes moléculaires, d'autant plus que certains ne sont difficiles à cultiver, non pas tant parce qu'ils sont très sensibles à l'oxygène et anaérobie, mais aussi parce qu'ils ont des défects dans leur génome, ils ont des mutations dans des voies métaboliques, et ils dépendent éventuellement pour leur survie de symbiose intrinsèque au microbiote, c'est-à-dire qu'ils récupèrent un certain nombre de facteurs métaboliques, de métabolites en fait, d'autres espèces microbiennes, et quand on les isole, quand on les sort de ce milieu, ils sont incapables de croître d'eux-mêmes. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits à l'heure actuelle dans ce domaine pour essayer au fond de ressusciter ces micro-organismes extrêmement difficiles à cultiver. Et peut-être je pourrais vous en parler une autre fois, mais la microfluidique maintenant est une approche extrêmement utile et efficace dans ce domaine. Donc il y a ces deux grandes familles, Firmicutes et Bacteroidetes, et puis en plus, il y a un certain nombre d'autres familles, et beaucoup d'entre elles ont été identifiées grâce à ces approches moléculaires, parce que certains, encore une fois, de ces micro-organismes étaient incultivables, pas tant les protéobactéries, les entérobactéries, les désulfovibrio, tout ça, ça pousse très très bien, Kermansia, mais un certain nombre d'actinobactéries avaient du mal à sortir, et puis ces archébactéries, dont on ne s'attendait pas à ce qu'elles existent dans les microbiotes associés à l'homme, et qui sont présentes avec un rôle en particulier de métabolisation du carbone. Ce sont les archébactéries, par exemple, dans notre intestin, qui fabriquent le méthane à partir de molécules carbonées. Donc tout ça a permis peu à peu de donner une espèce de composition exhaustive du microbiote et aussi d'apporter des informations sur la complexité de ce microbiote intestinal. Il y a entre 500 et 1000 espèces, ce qui est énorme. Les chiffres étaient déjà plus ou moins connus, mais on a permis encore de les affiner. On a de l'ordre de 100 000 milliards de microbes dans notre côlon, ce qui représente quand même quelque chose d'impressionnant. C'est 10 fois, on le dit toujours, le nombre de cellules eucaryotes que nous avons dans notre organisme. Mais peut-être l'élément le plus important, c'est de commencer à apprécier, de par cette exhaustivité, le poids métabolique. L'ensemble de ce microbiote intestinal comprend comme l'élément dominant, les autres sont vraiment quelques ordres de grandeur en dessous, représente une activité métabolique équivalente à un foie. Donc on a cette espèce d'organe complémentaire à notre organisme eucaryote qui joue certainement un rôle très très important, et on y reviendra dans d'autres circonstances. Donc ça, c'est la suite de la diapo précédente pour remarquer les grands phyla présents, les Bacteroidetes, les Firmicutes, les actinobactéries, les protéobactéries et les euryarchales et les archébactéries, au sein desquels on commence progressivement à identifier des sous-groupes, même des individus au niveau du genre ou de l'espèce, qui ont des fonctions particulières. Par exemple, les Firmicutes sont les grands producteurs d'acides gras à chaîne courte, parce que ce sont des grands fermenteurs qui jouent un rôle important dans le métabolisme humain. C'est la source principale de calories pour l'épithélium colique, par exemple.
Au sein des actinobactéries, on a tous ces bifidobactéries, par exemple, qui sont, on le sait, des probiotiques avec des effets possiblement positifs sur la santé. On a les bactéridétes qui sont importants parce qu'ils digèrent aussi très volontiers les fibres complexes végétales, puisqu'on est incapable de par nous-mêmes d'assurer la réduction, l'hydrolyse et ensuite la fermentation de ces fibres qui vont nous fournir ces éléments caloriques importants. Les protéobactéries, on aura l'occasion d'y revenir d'une manière ou d'une autre, et les archébactéries, je vous en ai donc parlé. Et puis, il y a bientôt 10 ans, les choses ont changé, c'est-à-dire qu'on est encore passé à un niveau d'échelle supplémentaire. C'est-à-dire qu'on est passé de l'identification bactérienne classique, même avec des méthodes relativement sophistiquées d'anaérobiose, aux méthodes de métataxonomie sur la base du séquençage des gènes variables codant pour les ARN 16S, les ARN ribosomaux. Et puis on est passé à ce qu'on appelle maintenant la métagénomique. Alors la métagénomique, on peut le résumer d'une façon très simple. On prend l'ensemble du population bactérienne complexe, comme la population bactérienne de l'intestin, par exemple. On lise, on purifie l'ADN, on le casse en petits morceaux et on le séquence. Alors tout ça, ça a été rendu possible par les progrès à la fois de la technologie et de la bioinformatique. C'est-à-dire qu'on peut maintenant séquencer des millions et des millions de lectures, de reads, concernant des petits fragments d'ADN en quelques heures, en fait. Maintenant, c'est assez impressionnant les performances de ces systèmes, comme le système Illumina, par exemple. Et puis, les avancées de l'informatique ont permis de plus en plus de remettre ces morceaux ensemble, ce qu'on appelle des contigs, et éventuellement même de les remettre ensemble à l'échelle d'un génome entier, et partant de la séquence de fragments, de petits fragments géniques, de revenir éventuellement à l'identification de l'ensemble des éléments, ou en tout cas d'une partie des éléments microbiologiques qui constituent cette population complexe. Alors cette métagénomique, elle a deux avantages. La première, c'est qu'elle permet d'être encore peut-être plus quantitative que la métataxonomique, parce qu'elle va nous donner au fond la fréquence de gènes qui ont des rôles particuliers ou des fonctions particulières, en particulier pour ce qui concerne les opérons métaboliques, par exemple. Ça, c'est un premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est qu'elle veut véritablement permettre d'aller à l'échelle de populations entières. Et les premières études qui ont été faites et publiées dans Nature en 2010, et cette fameuse aventure de MetaHit qui était coordonnée par l'INRA en France et qui a associé plusieurs laboratoires à la fois en Chine, et puis le MBL à Heidelberg pour tout ce qui était bioinformatique. Cette étude, qui était donc coordonnée par Duško Erlić et en partie Joël Doré, a permis au fond de donner une vision globale de la richesse et de la diversité de ces microbiotes dans ce premier papier à l'échelle d'une centaine d'individus. C'est-à-dire que c'était déjà considérable, c'est des choses qui n'avaient jamais été faites antérieurement avec les approches de métataxonomique et qui étaient de toute façon impossibles. Donc on avait à la fois la richesse en espèces, la diversité de ces espèces, la quantité et les fonctions métaboliques éventuellement associées, et éventuellement le catalogage des microbes présents, qui était un changement d'échelle énorme, et un changement d'échelle qui peut se voir au niveau du nombre de gènes. Vous savez que notre organisme eucaryote complexe comporte environ 25 000 gènes actifs. À l'heure actuelle, on en était au niveau de MetaHit à quelque chose de l'ordre de 3,5 millions de gènes. On est actuellement à 10 millions de gènes sur maintenant les centaines, voire milliers de génomes ou de métagénomes de la flore intestinale qui ont été séquencés. Donc on est en termes d'échelle dans un autre élément, si je puis dire, et qui vous dit le poids possible de ce microbiote compte tenu de sa richesse génique. Et ça a été quand même, sur le plan de l'émotion, quelque chose d'important, parce qu'on avait beaucoup discuté au début des années 2000, lorsque la séquence du génome humain a été publiée par le groupe de Tiger, Greg Venter et ses collaborateurs.
On avait été quelques-uns avec Stanley Falco en particulier et David Relman à dire qu'au fond c'était très bien tout ça, mais que ça manquait un peu du génome des microbes parce qu'au fond on était nous-mêmes comme un super-organisme, nous-mêmes en tant que caryotes et nous-mêmes en tant que prokaryotes. Et il a fallu attendre 10 ans en fait pour voir sortir ces premiers métagénomes du microbiote et pouvoir commencer finalement à voir se concrétiser ce rêve de pouvoir caractériser l'ensemble génomique holobionte, comme on l'appelle maintenant, ou superorganisme homme-microbe. Et donc le titre du papier de Nature, c'était Our Other Genome, qui disait bien entendu, ce que représentait cette avancée. Donc ça a été un grand changement qui, au fond, nous a mis dans une position un petit peu différente dans notre façon de voir les choses. Et encore une fois lié au progrès de la technologie. Il ne faut pas avoir honte de ce que les technologies peuvent nous apporter dans nos approches, y compris en termes d'idées de recherche. Mais ça a été un vrai changement de paradigme pour les gens comme moi, par exemple. Je vais parler de moi 5 minutes. J'ai fait ma carrière sur pathogènes. Et pathogène, c'était un microbe, une cellule, un microbe, un tissu, c'est-à-dire une espèce de dualité, de dialogue moléculaire et cellulaire à l'échelle de deux individus qui se rencontrent. Et là, on se retrouvait, et il a fallu rentrer là-dedans par la force des choses et modifier les approches et les concepts du laboratoire avec une vision beaucoup plus globale de populations microbiennes complexes. Et ça repose encore une fois la variation de ces populations microbiennes, la pathogénicité éventuellement de ces populations microbiennes et la nécessité de réanalyser ces fameux postulats de corps à l'échelle d'une population microbienne complexe. Et puis bien entendu, le fait que des altérations de ce microbiote puissent faciliter l'entrée, l'intrusion d'un microbe allogène, voire d'un microbe pathogène. Et c'est bien entendu, on referme la boucle là, la notion d'effet de barrière de ce microbiote. Alors, à partir de là, il y a un certain nombre de notions qui étaient déjà plus ou moins sous-jacentes, mais qui se sont véritablement concrétisées. Et on a commencé vraiment à théoriser un petit peu cette barrière microbienne intestinale et ce rôle du microbiote intestinal en général. Alors l'effet de barrière, l'effet protecteur, le deuxième système immunitaire, on va y revenir bien entendu. Faisant partie aussi de cet effet de barrière au-delà des microbes eux-mêmes, organisés en collectivité, qui va finalement se défendre contre des intrus. On a l'effet de ce microbiote sur la barrière, alors cette fois-ci eucaryote, sur la barrière épithéliale, intestinale, mais encore une fois, ça peut être la barrière cutanée, vaginale, ou quelle que soit la muqueuse que l'on regarde. Et cette fortification de la barrière, elle va se faire sur un mode à la fois cellulaire, en assurant la maturation finale de l'épithélium, les jonctions cellulaires en particulier, mais aussi sur la maturation du système immunitaire. Ce n'est pas l'objet de cette présentation, mais vous le savez déjà, les animaux germ-free, axéniques, sans germes, ont un système immunitaire muqueux, voire systémique, complètement atrophique. Donc on a besoin de la présence de ces microbes pour, au fond, différencier et maturer notre système immunitaire. Et puis il y a un rôle, bien entendu, métabolique. Les bactéries font, on en a déjà parlé, des choses que nous ne faisons pas, en particulier la digestion des sucres complexes, de la cellulose, de l'amidon, de tout ce qui, au fond, a du mal à être utilisé s'il n'y a pas cette participation des microbes. Et puis une autre fonction sur laquelle on travaille pas mal dans mon laboratoire à l'heure actuelle, qui est d'essayer de voir aussi si ce microbiote a un rôle important. Alors c'est plus dur à mettre dans la perspective de l'évolution dans, par exemple, la détoxification des carcinogènes endogènes produits par le métabolisme, en particulier des acides aminés et du tryptophane, ou des xénobiotiques, c'est-à-dire toutes ces substances dans l'environnement, c'est un petit peu à la mode. Est-ce que ces microbes, dont beaucoup ont des fonctions de biodégradation extrêmement importantes, jouent un rôle important dans cette protection? Et ça se situe, pour ce qui nous concerne, au niveau de la production des cellules souches, par exemple, qui sont au fond des cellules qui nous suivent toute notre vie et qui peuvent accumuler un certain nombre de mutations liées à ces molécules toxiques.
Donc on est en train de regarder quel est le rôle du microbiote dans la protection contre tout ça. Et puis ce microbiote fabrique des vitamines, alors peut-être pas toujours en quantité suffisante, il faut en rajouter un petit peu, mais en particulier la vitamine A, la vitamine B, la vitamine K, la vitamine B12 est fournie partiellement par les micro-organismes. Donc voilà un petit peu le paysage global et au fond la manière dont on a un petit peu changé notre façon de voir les choses. C'est-à-dire que quand je présentais des topos il y a encore 10 ans, même un petit peu moins que ça, j'avais toujours tendance à faire une dichotomie. C'est-à-dire que je présentais la surface de l'épithélium intestinal qu'on voit ici, en bleu, c'est une coloration toute simple, et puis cette coloration en marron au-dessus, c'est ce qu'on appelle un peptide antimicrobien, c'est une protéine cationique qui est très fortement bactéricide et qui est produite par l'épithélium intestinal. Donc ça matérialise quelque part ce que peut être la barrière, mais pas la barrière microbienne, la barrière vraiment de l'épithélium. Et puis au-delà de ça, on a du mucus, et dans ce mucus, on a ce microbiote, en particulier dans les couches externes qui sont plutôt relativement soft et malléables, et où peut se construire une espèce de biofilm à l'échelle de ces populations microbiennes complexes. Alors on disait toujours, ces microbes, ils restent là à distance, c'est une espèce de no man's land qui se crée, parce qu'il faut que l'organisme se défende contre eux, même s'ils ne sont pas particulièrement pathogènes, on ne peut pas non plus les laisser se coller trop près de la surface épithéliale. Donc ça, c'était la première chose. Et puis la seconde chose était de voir les pathogènes comme des microbes qui se glissaient au milieu de tout ça et qui étaient capables d'aller engager la surface de l'épithélium en résistant à ces mécanismes antimicrobiens, bactéricides, à l'oxygène, au NO, au réactif oxygène, à des peptides antimicrobiens, justement, à des enzymes, des protéases, des phospholipases. Mais on oubliait, au fond, que dans leur route, ces pathogènes, il fallait que de la lumière intestinale, où ils arrivaient, les pathogènes entériques, il fallait passer cette flore microbienne commensale, et que cette flore microbienne commensale avait véritablement un rôle de protection. Et peu à peu, il a fallu bien entendu qu'on intègre cette notion, et c'est ce que j'appelle maintenant le ménage à trois, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une dualité pathogène-cellule ou pathogène-tissu, on est dans une dualité pathogène, microbiote et hôte, les deux d'ailleurs affectant l'hôte et vice-versa. Donc c'est devenu à la fois plus passionnant, mais aussi en même temps beaucoup plus compliqué à traiter. Je vais vous en montrer justement au fur et à mesure un certain nombre d'exemples. Alors ça, c'est pour vous matérialiser un peu ce que peut être cette barrière du microbiote intestinal. C'est une diapo du laboratoire. On est dans le côlon. Le vert, ce sont les noyaux des cellules épithéliales intestinales qui sont marqués au DAPI. Donc vous voyez l'épithélium de surface. Et puis ces fameuses cryptes qui sont caractéristiques du côlon. Et d'ailleurs, à la base de ces cryptes, on a ces cellules souches qui régénèrent l'épithélium en général. Et puis vous avez une espèce d'espace vide, c'est ce no man's land dont je vous parlais. Et puis au-dessus, il y a cette coloration rouge. Alors, cette coloration rouge, c'est ce qu'on appelle la méthode, la technique de Fish, c'est-à-dire que c'est une hybridation qui permet d'identifier en fait les ARN de bactéries vivantes qui composent cette flore microbienne complexe. Alors on peut utiliser des sondes, des amorces qui sont universelles, c'est-à-dire regarder toutes les bactéries, et c'est ce qui est le cas ici, ou alors on peut aller essayer de voir individuellement des bactéries au sein de cette population complexe. Alors ça a le mérite de vous montrer au fond l'épaisseur de cet assemblage de microbes qui forment le microbiote, et de commencer à matérialiser, au fond, conceptuellement, ce que peut être le trajet d'un microbe intrus ou d'un pathogène qui va devoir, si son destin, par sa génomique, est d'aller interagir avec l'épithélium intestinal, comment il va pouvoir passer cette fameuse barrière. Donc ça vous montre un petit peu les choses. Alors, la présence de ces communautés complexes qui sont établies par la coévolution, naturellement, au fond, si on y réfléchit, joue un rôle de protection de la niche intestinale
lors de la survenue de cette intrusion. Alors ça a été montré avec des animaux axéniques, par exemple les animaux sans germes sont plus sensibles à un certain nombre d'agents infectieux parce qu'il n'y a pas justement cette barrière dont on a parlé. Ou alors un pré-traitement par des antibiotiques. On a des exemples maintenant expérimentaux qui nous montrent, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous avez la liste des microbes ici qui vous montre à quel point se débarrasser du microbiote, soit parce que le microbiote n'est pas établi, soit parce qu'on le détruit avec des antibiotiques, va sensibiliser considérablement l'animal à l'infection, y compris l'infection intestinale dans le cas présent, et diminuer considérablement l'inoculum nécessaire, parfois de plusieurs logarithmes. Donc c'est un effet de barrière extrêmement important. Il y a même, par exemple, lorsqu'on utilise des antibiotiques, ce phénomène de facilitation. L'antibiotique à la fois tue la flore résidente, les commensaux, donc ouvre la voie, mais en même temps, cette destruction microbienne libère des produits, des métabolites, qui vont servir de nutriments aux pathogènes et donc faciliter le développement du pathogène. Donc on est vraiment dans une espèce de cercle vicieux. Et juste pour montrer une expérience, ça c'est un micro-organisme qui est Citrobacter rodensium. C'est un des modèles d'infection chez la souris, parce qu'il au fond reproduit assez bien un certain nombre d'infections entériques qu'on observe chez l'homme. Et vous voyez en fait deux courbes ici. Cette courbe-là, c'est la colonisation d'un animal qui était sans flore microbienne avant d'être colonisé. Et vous voyez que la colonisation s'effectue assez rapidement et reste complètement stable, alors que si on utilise un animal qu'on appelle SPF, c'est-à-dire qu'il y a déjà une flore conventionnelle, vous voyez que le microbe s'établit, certes, mais très rapidement, la situation va se dégrader pour ce pathogène et sa colonisation va être inefficace, voire le microbe va finir par être éradiqué. Et tout ça se joue sur le microbiote. Mais en fait, tout ça, je veux dire, expérimentalement, mettait en place quelque chose et démontrait quelque chose qu'on savait déjà très bien à partir d'une expérience clinique. Et cette expérience clinique, c'est une maladie qui a été décrite aux alentours dans le courant des années, je crois que c'est au début des années 1990, dont on savait déjà qu'elle existait, qu'on appelait la colite des antibiotiques, et qui a été à ce moment-là confirmée, parce que non seulement on l'a bien décrite sur le plan clinique, en fait, cette colite ulcéro-membraneuse avec des fragments inflammatoires de l'épithélium intestinal détruit, mais aussi parce qu'on a pu identifier le micro-organisme en cause, et que ce micro-organisme en cause s'appelle Clostridium difficile, donc c'est un gramme positif, un Clostridium sporulent, qui donc est extrêmement résistant dans l'environnement. Donc ces infections en fait, sont intéressantes parce qu'elles amènent deux notions. La première, c'est la notion de barrière, et la deuxième, c'est la notion de ce qu'on appelle maintenant des pathobiotes, c'est-à-dire des microbes qui sont quelque part dans une zone grise entre les vrais commensaux d'un côté et les vrais pathogènes de l'autre. Et ils ne peuvent devenir pathogènes que si éventuellement on leur libère le terrain et qu'ils peuvent se développer de façon non contrôlée. Et c'est exactement la situation pour Clostridium difficile. Clostridium difficile est donc sous forme de spore dans l'environnement, va être acquis par voie orale. Ces spores, voire des micro-organismes qui ont germé, vont être présents dans l'intestin, mais si la flore est normale, il n'y a pas de souci. Ils sont sous contrôle, ils sont maîtrisés et ils restent en nombre peu important. Par contre, si le patient, sont souvent des personnes âgées, dans des hôpitaux ou dans des maisons de retraite où il y a malheureusement des contaminations et où on a en fait une épidémie de contamination par le microbe, mais seuls les patients qui vont avoir un traitement antibiotique vont développer ce genre de pathologie. Et ce genre de pathologie cause, par la production de toxines, par Clostridium difficile, l'inflammation aiguë de l'épithélium intestinal et sa destruction. Je ne rentre pas dans les mécanismes moléculaires. Mais l'élément important, c'est que l'antibiotique, au fond, a détruit cet équilibre microbien, a diminué considérablement la richesse et la diversité microbienne et a ouvert la voie à Clostridium difficile.
pour exprimer, au fond, dans ces circonstances particulières, donc tout est relatif en pathogénicité, son pouvoir pathogène et causer cette infection qui peut être dramatique. Les rechutes de colite ulcéromembraneuse à Clostridium difficile peuvent être mortelles. Et le traitement, ça a été peut-être pour l'instant une des grandes exceptions à l'efficacité, mais le traitement, après des années d'hésitation, en particulier d'essayer d'utiliser des antibiotiques qui étaient plus spécifiques de Clostridium difficile, a été de faire ce qu'on appelle maintenant la transplantation fécale, c'est-à-dire de reconstituer le microbiote de ces patients et de façon assez miraculeuse. Il faut parfois plusieurs transplantations, mais néanmoins, ces épisodes de colite disparaissent dans 95% des cas, donc c'est une efficacité clinique absolument extraordinaire. Donc on avait là, avec la colite ulcéromembraneuse, je dirais la preuve expérimentale quasiment chez l'homme du rôle important de l'effet de barrière de la flore microbienne. Et donc on est dans un schéma qu'on peut simplifier un tout petit peu, qui va au fond montrer deux gradients, un gradient décroissant de diversité microbienne et un gradient croissant de sensibilité aux infections par des pathogènes ou des pathobiotes, tels qu'on les appelle maintenant, qui vont acquérir ou au fond exprimer une pathogénicité lorsqu'ils ne sont pas sous contrôle par ce microbiote et qu'on peut dessiner comme ça avec une symbolisation de la diversité, le pathogène étant ici et l'accessibilité au fond aux surfaces muqueuses étant favorisée par le traitement antibiotique. Alors, ça c'est, je dirais, en gros la démonstration expérimentale chez l'animal au laboratoire et puis chez l'homme en réalité de l'existence de cet effet de barrière. À partir de là, il faut commencer à réfléchir à quoi il peut être dû et commencer à essayer de disséquer, et ce sera ça qui va faire l'essentiel de cette présentation. Donc, on peut émettre des hypothèses et puis on peut aussi essayer, dans la mesure du possible, c'est ce qui a été fait, de les confirmer. Alors, on peut faire l'hypothèse que ces microbes, en fait, qui sont présents, cet assemblage de populations microbiennes complexes, occupent des récepteurs. Par exemple, sur le mucus, on a parlé de cette association avec les couches superficielles de mucus dans la lumière intestinale. Alors ça, c'est très bien, mais il n'y a pas beaucoup de démonstration de cette saturation des récepteurs qui empêcherait, par exemple, un microbe exogène de venir prendre un premier ancrage au sein du mucus pour pouvoir progresser ensuite. Mais c'est probablement quelque chose qui existe dans un certain nombre de circonstances. Il y a surtout, et on va y revenir, ce réseau de flux métaboliques qui sont établis entre les bactéries qui constituent le microbiote et qui ont été établis au fond par une coévolution, encore une fois, sur des millénaires, et qui vont donc présenter, disons, une robustesse et éventuellement une résilience absolument phénoménale. Donc ça, on sent déjà qu'on est plus dans quelque chose de solide et au fond dans un concept où le microbe va être affamé lorsqu'il va se retrouver aux prises avec ce microbiote. Je parle du microbiote pathogène de l'intrus, car il n'aura pas suffisamment tôt ces marques pour véritablement prendre sa part dans ces flux métaboliques et il en sera très très rapidement exclu. Il y a des systèmes antimicrobiens, antibactériens, on va y revenir bien entendu, on en reparlera. Et puis il y a ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire le fait que ces microbes stimulent le système immunitaire muqueux, en particulier la production de peptides antimicrobiens, et vont donc en permanence maintenir ce que Metchnikoff appelait l'inflammation physiologique, c'est-à-dire un état d'inflammation suffisant pour assurer la veille contre les microbes, mais pas suffisant pour entraîner des dégâts cliniques et une altération de l'épithélium. Donc c'est une espèce d'inflammation sans les symptômes d'inflammation qui, au fond, prend sa place dans la physiologie et non pas dans la pathologie. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'il faut avoir déjà en tête lorsqu'on commence à réfléchir à ce que peuvent être les bases de cet effet de barrière. Alors, cet effet de barrière, en fait, il est essentiellement darwinien. On est là en présence d'un élément, par exemple, pour un microbe intrus qui va essayer de s'intégrer dans cette
population microbienne complexe. On est dans ce qu'on appelle en anglais le fitness et qu'on pourrait traduire en français par l'aptitude. C'est-à-dire, est-ce que ce microbe va avoir l'aptitude de s'engager au sein de cette population microbienne complexe, d'y survivre et de pouvoir aller aux étapes complémentaires qui vont lui permettre de retrouver un environnement qui lui soit favorable au sein des tissus, par exemple, pour s'y multiplier et causer les lésions qui sont en rapport avec ça. Et donc, cette notion d'aptitude, de fitness, elle engendre une notion immédiate de coût. C'est-à-dire qu'une bactérie, pour s'adapter éventuellement à cette situation nouvelle, va devoir payer un coût métabolique en particulier. Si elle peut payer ce coût, si je puis dire, elle va réussir. Si elle ne peut pas, elle va disparaître. Et ça, c'est vraiment la pression sélective dans toute sa splendeur. Et c'est aussi, au fond, la base, ou une des bases en tout cas de cet effet de barrière, c'est l'impossibilité pour beaucoup de microbes pathogènes, surtout certains qui sont déjà très adaptés à leur hôte et qui ont perdu un certain nombre de voies métaboliques, de trouver leur chemin dans ces flux métaboliques qui leur sont au fond étrangers, en tout cas au début. Et c'était cette revue dont le titre était très joli, c'est Bacterial Competition, Surviving and Thriving in the Microbial Jungle. C'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire qu'un intrus dans la jungle va devoir à la fois survivre et puis thrive, c'est-à-dire se développer autant que faire se peut. Et donc on est là dans encore une fois une pression sélective absolument impitoyable. Alors, cette compétition, elle se fait au fond à deux niveaux. Elle s'établit entre les micro-organismes qui constituent les commensaux qui constituent ce microbiote et donc à terme cette barrière, mais elle va se poser aussi pour le pathogène ou le micro-organisme, en tout cas allogène, qui veut s'intégrer dans ce système. Et cette compétition, elle est effectivement impitoyable et au fond, elle permet de revisiter, et c'est ce qui se fait de plus en plus, ce qu'on appelait les équations de Monod du temps où Jacques Monod travaillait justement sur le mécanisme microbien et avait associé au fond l'existence, la disponibilité ou la perte de certains nutriments dans la capacité du micro-organisme de se multiplier ou de se cesser de multiplier, voire de disparaître de l'éprouvette. Mais ça, c'était dans des conditions, encore une fois, très duales, où on avait d'un côté les nutriments et puis de l'autre côté le microbe. On n'était pas à l'échelle d'une population générale. Donc on était obligé de revisiter, au fond, ces équations de Monod, c'était l'occasion, à l'échelle d'une population complexe à l'homéostasie. Et au fond, encore une fois, les conséquences de ça, c'est la robustesse et la stabilité, la résilience, ce que j'appelle la loi du premier occupant, c'est une autre fable de La Fontaine, qui est que c'est vraiment cette flore résidente qui est première occupante et que ce n'est pas toujours très facile d'aller la déloger et de s'installer à sa place. Alors, comment elle se fait cette compétition? Et là, on n'est même pas dans le pathogène, on est encore dans ces mécanismes intermicrobiens, mais qui, encore une fois, de par la stabilité de ces systèmes, assurent la robustesse et la résilience de ce microbiote. Donc, on va avoir une compétition pour l'occupation de la niche. C'est, encore une fois, une logique d'équilibre du microbiote comme assemblage de populations complexes. Et cette compétition, elle va porter sur des nutriments de nature différente et sur des vitamines. En particulier, la vitamine B12 s'avère être un élément extrêmement important. On va y revenir très rapidement. Et donc tout ça va sous-tendre par, au fond, la soustraction. C'est-à-dire qu'un microbe, s'il n'est pas capable de procéder à cette lutte pour l'acquisition de nutriments, va encore une fois disparaître parce que son aptitude, son fitness est insuffisant et qu'il n'a pas les moyens de payer le coût de sa survie dans cet environnement complexe. Alors, sur un plan plus expérimental, je dirais, comment est-ce qu'on pose la question, comment est-ce qu'on identifie ces éléments qui sont importants pour ces micro-organismes pour croître et comment on peut ensuite commencer à voir sur un certain nombre de microbes différents, sur leur génome, s'ils sont capables ou non de survivre dans ces conditions. Il y a plusieurs façons de le faire expérimentalement.
La première, c'est de faire du clonage expression et de voir si on peut changer les propriétés d'un micro-organisme. Par exemple, est-ce qu'un micro-organisme qui est incapable de se cultiver dans cet environnement complexe va le devenir s'il acquiert telle ou telle voie métabolique, en particulier la capacité de capter de la vitamine B12 ou d'hydrolyser des sucres complexes et d'en faire sa propre ressource d'hydrate de carbone. Donc ça, c'est la première approche qui est un petit peu lourde et pas toujours conclusive parce que, bon, je veux dire, il faut cloner, ça ne marche pas toujours, ça dépend de la souche réceptrice et puis on n'est pas sûr d'avoir trouvé le bon gène, c'est pas évident. Donc l'autre approche, ça a été l'approche de ce qu'on appelait la signature tag mutagenesis. On mutagénise avec des transposons qui ont chacun un petit marqueur différent, de façon à pouvoir ensuite les identifier moléculairement. Et puis on fait des poules de mutants qui ont tous un transposon a priori inséré dans une zone différente du génome avec un marqueur moléculaire différent. Et on regarde ceux qui ont apparu ou disparu après les avoir éprouvés dans ces modèles. Ça, c'est un petit peu lourd aussi. Puis on ne peut pas avoir une approche vraiment globale parce qu'on est restreint par la taille de ces poules de transposons tagués, qui est de l'ordre généralement d'une soixantaine. Et là, on parle de milliers de situations et de mutants dans des milliers d'espèces différentes. Donc ce qu'on fait de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le TNSEQ. Je vais vous expliquer parce que c'est vraiment une approche qui a permis de prendre en compte cette notion d'identification de ce que sont les gènes de fitness, les gènes d'aptitude dans les bactéries pour survivre dans une collectivité complexe. Alors ça consiste à en fait saturer le génome du microbe en question, de celui qu'on veut étudier, par un transposon, c'est-à-dire un élément génétique qui va transloquer sur le chromosome à des endroits différents et qui va être doué d'une capacité de codé pour une résistance aux antibiotiques, donc on sait quand le transposon est là parce que la bactérie résiste à l'antibiotique qui est codé, enfin, dont la résistance est codée par le transposon. Donc en fond, on va saturer le génome, c'est-à-dire qu'on va avoir, pas chaque génome individuel, parce qu'en règle générale, il y a un seul événement de transposition, mais ça peut être plus, mais à l'échelle de l'ensemble de la population microbienne. Donc on va avoir plusieurs millions de mutations disponibles à l'échelle de cette population microbienne qu'on a mutagénisée. Il y a deux types de situations à partir de là. Soit les mutations sont dans des gènes qu'on appelle vitaux, essentiels pour les bactéries, donc celles-là, ces mutants-là, ils vont disparaître. De toute façon, on ne va pas pouvoir les cultiver puisqu'ils sont une mutation létale. Et puis, il y a, heureusement, ça c'est à peu près sur un génome de 4000 gènes ou 4500 gènes comme Escherichia coli, c'est à peu près 400 gènes. Donc c'est un dixième, ce sont des gènes essentiels. Donc tous les autres vont avoir un rôle probablement certains d'entre eux en tout cas dans le fitness. Et on a donc cette population-là maintenant qui est disponible qu'on appelle en anglais le input pool, c'est-à-dire les bactéries qui ont été massivement mutagénisées sans qu'on se pose trop de questions. Donc on va les éprouver dans un modèle animal qui va avoir cette flore microbienne complexe au niveau de son intestin. On va laisser l'expérience se prolonger en fonction des besoins des heures ou des jours éventuellement. Et puis on va récupérer la flore microbienne à l'issue de cette épreuve où ce micro-organisme largement mutagénisé a été confronté à cette flore microbienne et à son effet de barrière. Et on va voir ceux qui sont incapables de coloniser, parce qu'ils vont sombrer, bien entendu, faute de capacité d'aptitude. Alors comment on va le faire ? On va faire cette métaséquençage, c'est-à-dire qu'on va prendre ces extraits microbiens d'avant le passage chez l'animal et d'après le passage chez l'animal, et par des méthodes qui vont utiliser le découpage par des enzymes de restriction avec toujours un découpage dans le transposon, ce qui permet d'identifier ensuite en séquençant la zone adjacente du gène, du génome du micro-organisme dont on veut voir s'il a été ou non mutagénisé. On va séquencer ça en masse avec les séquenceurs de nouvelle génération, passer ça à la bioinformatique et commencer à identifier les gènes qui ont disparu et qui marquent en fait les gènes mutés qui sont importants pour l'aptitude du micro-organisme à se développer dans cet environnement qui lui est hostile. Et on va faire ensuite un fitness ratio, c'est-à-dire qu'on va faire le rapport entre
les gènes qui ont disparu et dans le output pool, c'est-à-dire après l'expérience, par rapport au nombre de gènes qu'il y avait dans l'input pool. Si les chiffres sont identiques, c'est qu'il n'y a pas de rôle dans le fitness. Si les chiffres sont effondrés, c'est qu'il y a un rôle important de fitness. Et ces approches de TNSEQ, de séquençage à haut débit, de mutation par transposition, sont utilisées maintenant très largement. On l'a utilisé, nous, dans le laboratoire à plusieurs occasions, avec des réponses tout à fait spectaculaires. Et quand ça a été fait sur un certain nombre de micro-organismes particuliers qui sont assez représentatifs, de micro-organismes modèles du microbiote comme Bacteroides theta micron par exemple, il a été montré, grâce à cette approche de TNSEQ, d'index de fitness, que tout ce qui concernait le métabolisme de la vitamine B12 était extrêmement important dans l'aptitude, dans le fitness de ces micro-organismes. Peu de micro-organismes intestinaux fabriquent de la vitamine B12, donc ils sont obligés de la prendre à les quelques-uns qui la fabriquent. Et donc ils développent des systèmes d'isomérase, de transférase, de déhalogénase pour pouvoir altérer et faciliter les fonctions des cofacteurs d'absorption de la vitamine B12, mais aussi des systèmes de transport de la vitamine B12. Donc on arrive au fond, par saturation de ce génome, définir le nombre de mutations, l'effet éventuel sur le fitness, et c'est comme ça qu'on a pu définir le rôle très très important de capacité d'acquérir la vitamine B12 comme élément indispensable à l'aptitude à s'insérer dans un réseau microbien complexe. Il y a bien sûr d'autres possibilités importantes. Par exemple, on a montré pour Lactobacillus, par le même genre d'approche, que la biosynthèse d'acides aminés soufrés, comme la méthionine par exemple, ou la cystéine, sont des éléments importants de la survie des microbes au sein de ces populations complexes, parce que ce sont des acides aminés qui ne sont pas fabriqués efficacement par pas mal de bactéries. Donc il y a une espèce de compétition absolument dramatique pour les acquérir. Et celui qui est incapable de le faire est à coup de fitness inférieur et disparaît. Donc, on a des situations qui sont au fond relativement faciles à percevoir, mais qui nécessitent une approche génétique extrêmement complexe pour les démontrer. Et on a aussi cette notion qui commence à émerger de plus en plus, qu'au fond, ces compétitions ne se font pas nécessairement un microbe allogène ou pathogène vers l'ensemble de la population microbienne, mais plus de microbe à microbe. C'est-à-dire qu'au fond, si un colibacille ou un membre de la famille des colibacilles veut s'intégrer dans ce type de réseau métabolique, c'est plus la présence de colibacilles déjà présents qui vont représenter un élément important de la compétition, parce qu'ils vont être vraiment s'attaquer de front sur la recherche des ressources qui sont nécessaires à leur profil métabolique individuel. Et ça, c'est un élément qui prend corps peu à peu sur cette notion, au fond, de spécificité et de nécessité pour les pathogènes plutôt d'aller vers quelque chose qu'on pourrait appeler la substitution écologique que quelque chose qui soit véritablement une compétition globale avec l'ensemble des micro-organismes qui composent la population qui est présente. Alors ça, c'est une occasion de parler d'une expérience et une façon aussi pour moi de rendre hommage à mon patron de postdoc qui s'appelait Samuel Formal, qui est décédé la semaine dernière. Et Sam avait fait une expérience alors qu'il était lui-même postdoc en 1961. On s'imagine qu'on découvre des choses formidables, et puis quand on fait un peu la littérature, on s'aperçoit que ça rend modeste, ça avait déjà été fait d'une manière ou d'une autre. Et ce que Sam avait montré à l'époque, c'est que si on prenait un cobaye, soit sans flore axénique, soit avec une flore standard, conventionnelle, et qu'on l'infectait avec Shigella flexneri, lorsqu'on infectait le cobaye avec une flore déjà présente, il était totalement résistant à l'infection orale par ce microbe. Par contre, si on infectait un animal qui était sans germe, axénique,
il était tué, la bactérie traversait la paroi intestinale et entraînait une septicémie et un sepsis grave chez le cobaye qui décédait. Et il avait montré que si on précolonisait maintenant ce qu'on appelle la gnotoxénie, ce cobaye avec un colibacille, ce colibacille tout seul, Escherichia coli, suffisait à protéger contre Shigella. Par contre, s'il colonisait avec un lactobacille, ça n'avait pas d'effet de barrière et l'animal décédait. Donc c'était déjà, il y a maintenant 50 ans ou plus, la démonstration qu'il y avait cette espèce de spécificité dans la compétition et qui a beaucoup soutenu des travaux ultérieurs. Alors l'autre élément qui est en compétition aussi, c'est la compétition pour le fer, c'est la guerre du fer. Les bactéries sont en fait en guerre pour acquérir le fer, en particulier le fer ferrique, à la fois entre elles et avec l'autre, puisque les bactéries ont des systèmes puissants d'acquisition du fer, les entérochéline en particulier chez les entérobactéries, mais l'hôte lui-même, sur les muqueuses, a des protéines comme la lactoferrine qui sont des protéines qui sont des chélateurs puissants du fer. Donc en plus de la vitamine B12, en plus d'un certain nombre de nutriments, on a aussi le fer dans la liste de ces éléments. Donc on est au fond dans une compétition pour l'acquisition de ces nutriments lorsqu'on est maintenant un pathogène. On n'est même plus dans cette notion de qu'est-ce qui est nécessaire à assurer ces équilibres au sein du microbiote. On est dans le micro-organisme qui doit se débrouiller au sein de cette complexité et de ces flux métaboliques extrêmement complexes. Et il y a beaucoup de stratégies qui se sont développées, y compris par exemple la mobilité. Le fait que certains micro-organismes expriment des flagelles leur permet de changer de niche. En fait, quand une source de nutriments est épuisée, ils vont pouvoir éventuellement aller se localiser dans une autre zone et récupérer les nutriments qui sont nécessaires. Donc il y a un certain nombre d'alternatives ou de possibilités pour les pathogènes de se débrouiller dans cette complexité, mais néanmoins, comme on l'a dit, ça reste une barrière extrêmement puissante. Je ne rentre pas dans les détails, vous aurez comme d'habitude tous ces éléments-là sur le site web. Donc, les pathogènes peuvent exploiter des métabolites produits par le microbiote de l'hôte. C'est le cas en particulier pour un certain nombre de molécules comme les acides sialiques, par exemple. C'est eux d'ailleurs qui sont augmentés lorsqu'on donne des antibiotiques qui vont favoriser la croissance du pathogène. Ils sont même capables, c'est le cas des salmonelles par exemple, d'aller utiliser, et c'est quand même assez vicieux comme système, d'aller utiliser la libération d'un certain nombre de radicaux oxygènes ou nitrés qui sont libérés par la réaction inflammatoire et de les intégrer dans leur chaîne respiratoire de manière à pouvoir améliorer encore, une fois de plus, leur aptitude dans cet environnement hostile au fond. Et c'est donc toute cette capacité qui a été montrée par certains auteurs d'acquérir du tétrathionate ou du nitrate qui sont des éléments de la réponse inflammatoire et donc de les intégrer dans leur chaîne respiratoire. Donc tout ça, c'est des stratégies qui sont de plus en plus évidentes. Et pour la dernière partie de ma présentation, je voudrais aller au-delà de cet aspect essentiellement métabolique qui, comme vous l'avez vu, est extrêmement complexe et de rentrer dans plutôt la course aux armements, et ce sera un petit peu le thème du séminaire d'Éric, c'est-à-dire au fond de sortir des sanctions économiques qui, comme on le sait, ne marchent pas toujours très bien, à la course aux armements qui marche peut-être mieux, même si les résultats sont loin d'être brillants comme vous pouvez l'imaginer. Au fond, on passe d'un modèle où le pathogène, et c'est nécessaire de toute façon, arrive à éventuellement s'en sortir dans cet environnement ultra réglé de flux métaboliques et doit maintenant passer un cran au-dessus, c'est-à-dire être capable de tuer de lui-même des micro-organismes s'il veut procéder de façon plus efficace. Mais il faut se dire aussi que les mécanismes de tuerie microbienne existent aussi chez les commensaux. Et donc on va se retrouver éventuellement dans une véritable course aux armements et que le meilleur gagne à l'arrivée. Et c'est malheureusement parfois le pathogène qui va gagner. Donc les commensaux, par exemple, produisent des produits bactéricides.
plusieurs commensaux dans l'intestin produisent des antibiotiques, en fait, ou des molécules à effet antibiotique. Alors, les antibiotiques, c'est les antibiotiques classiques que vous connaissez. Les molécules à effet antibiotique, ça peut être des métabolites. Par exemple, on sait que les acides gras à chaîne courte, en particulier l'acétate et le butyrate, qui sont encore une fois des produits finaux de la fermentation des sucres complexes par les bactéries, ont un effet antimicrobien à la fois bactéricide et en même temps capable de déconnecter un certain nombre de réseaux de régulation des gènes de virulence des pathogènes. Donc ça, il y a de la littérature là-dessus, elle est référencée ici. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais on montre très bien, par exemple, que l'acétate produit par des bifidobactéries, donc par des actinobactéries, est capable de bloquer l'infection par certaines bactéries entéropathogènes, à la fois, encore une fois, en altérant leur capacité métabolique, mais surtout en régulant négativement leurs propriétés de virulence. Donc tout ça, c'est un domaine, encore une fois, qui émerge à l'heure actuelle, qui consiste non plus à regarder uniquement la pathogénicité dans cette notion d'agression de l'hôte directement sur ses tissus, mais aussi la pathogénicité sous l'angle de la capacité d'un dialogue, finalement parfois orageux, mais entre le pathogène et les commensaux. Et c'est donc résumé un peu sur cette diapositive ici, sur, au fond, ces molécules produites par le microbiote qui préviennent la croissance, la colonisation et l'expression des gènes de virulence, en particulier les acides gras à chaîne courte. Et puis un certain nombre de molécules intéressantes comme ces molécules AI2 qui sont des auto-inducteurs, c'est-à-dire des molécules qui régulent l'équilibre des populations microbiennes complexes, en particulier dans les biofilms, et qui vont d'ailleurs participer à la biofilmisation et qui vont éventuellement exclure un micro-organisme qui n'appartient pas à cette catégorie de microbes. Donc on est dans des complexités là, qui sont absolument hallucinantes. Donc certaines bactéries, comme je l'ai dit, produisent des antibiotiques et au fond c'est intéressant d'abord parce que ça montre qu'il y a peut-être des ressources antibiotiques dans notre intestin et ailleurs qui n'ont pas été totalement exploitées, mais ça va aussi beaucoup dans le sens des travaux qui avaient fait ou commencé à faire Julian Davis, qui est un grand spécialiste de la résistance aux antibiotiques, qui était d'ailleurs plusieurs années à Pasteur, c'est là qu'on s'était connus, et qui est maintenant à University of British Columbia. Et Julian avait fait très tôt le pari qu'au fond, les antibiotiques, ce n'étaient pas uniquement des molécules qui tuaient les micro-organismes, mais que c'était éventuellement des molécules qui régulaient les fonctions d'un certain nombre de micro-organismes à condition qu'ils soient utilisés ou présents à des doses infrabactéricides, bien entendu, voire même infrabactériostatiques. Et il l'avait très joliment montré en mettant sur une culture bactérienne dont certains gènes étaient exprimés ou non exprimés. Quand ils étaient exprimés, il y avait de la fluorescence ou de l'expression de bêta-lactamase ou de choses comme ça. Les moyens étaient différents, mais il montrait très bien lorsque les bactéries exprimaient un gène sous le contrôle d'un promoteur X qui allait être sensible à ces antibiotiques en tant que régulateur, qu'autour de ces petits morceaux de buvard où était l'antibiotique, les bactéries produisaient par exemple ici de la bioluminescence qui correspondait en fait à l'activation d'un gène particulier sur lequel ils travaillaient. Donc il y a un rôle des antibiotiques probablement bactéricide dans la vision classique de défense entre microbes, mais aussi de régulation de façon beaucoup plus sophistiquée. Et puis on rentre vraiment dans ce qui est les éléments de la bactéricidie dans le combat bactérie-bactérie et en particulier dans le combat pathogène-microbiote. Et là, au fond, il y a deux grandes catégories. Il y en a une troisième dont je ne parlerai pas qui sont les bactériophages parce que leur rôle exact dans tous ces équilibres est encore curieusement mal connu. Je parlerai simplement des bactériocines et de ces appareils de sécrétion, en particulier de l'appareil de sécrétion de type 6. Donc les bactériocines, je vous en parle en une diapositive parce qu'on y reviendra dans l'avant-dernière leçon, dans la mesure où c'est un élément important de colonisation dont je vous parlerai. Et il faudra de toute façon que je passe par le détail.
Ceci dit, Eric, qui est un grand spécialiste, pourra éventuellement vous répondre aussi si vous avez des questions. Donc, c'est des peptides antimicrobiens produits par les bactéries qui, en fait, ciblent un spectre très étroit. Encore une fois, des bactériocines d'Escherichia coli vont cibler essentiellement des entérobactéries, peut-être un petit peu au-delà d'Escherichia coli lui-même. Et donc, il y a une série de bactériocines qui, éventuellement, ont été identifiées, qui ont un rôle dans ces situations d'équilibre de flore microbienne. C'est très facile, je dirais, la plupart du temps à démontrer in vitro. Ça l'est un petit peu moins en matière de démonstration in vivo. Il y a 4 grandes classes selon les poids moléculaires, la structure, les espèces d'origine et les mécanismes de destruction. En fait, ces colicines font à la fois des trous dans les membranes, ce qui va participer considérablement à la destruction du micro-organisme, mais elles ont aussi souvent des fonctions annexes, en particulier des fonctions de DNase, et elles vont au passage aussi dégrader l'ADN de la souche cible, et donc avoir un effet bactéricide puissant. Les plus connues sont celles des gram-positifs, mais il y a de plus en plus de bactériocines qui sont identifiées chez les gram-positifs et qui jouent un rôle démontré maintenant dans les phénomènes de colonisation et d'assistance aux pathogènes pour s'intégrer dans cette flore microbienne complexe. Donc, un élément important, c'est que souvent ces bactériocines nécessitent un stress microbien, en particulier un stress oxydatif, et l'induction des gènes de colicine, en particulier chez les entérobactéries, est un élément important, ce qui montre encore une fois cette liaison complexe entre les pathogènes et les réponses de l'hôte, et l'utilisation des réponses de l'hôte de manière à assurer une colonisation encore plus efficace. Tout ça, c'est vraiment des domaines qu'on avait un petit peu négligés précédemment. Donc, je terminerai en 2-3 diapositives sur, difficile de ne pas vous parler de Shigelle, qu'on a vécu ensemble pendant 40 ans, on a quand même une histoire commune. Et Shigelle, on est très fiers d'avoir regardé et défini au fil des années comment cette bactérie pouvait envahir l'épithélium intestinal, envahir les cellules, les coloniser, causer une reprogrammation inflammatoire, tuer les cellules du système immunitaire associé. Bon, tout ça, c'est ce qu'on a appelé la microbiologie cellulaire, mais on avait quand même passablement oublié, volontairement ou involontairement, toutes les étapes primaires qui sont les étapes de colonisation. C'est-à-dire, au fond, comment une Shigella pouvait s'intégrer dans cette population microbienne complexe, dans le côlon, puisque sa cible, c'est le côlon, donc c'est le pire scénario pour un micro-organisme, c'est d'avoir à exprimer sa pathogénicité dans le côlon, parce que là, la barrière microbienne du microbiote est maximum. Et ce qu'on a montré en comparant deux sous-groupes principaux chez les Shigelles, qui sont Shigella sonei et Shigella flexneri, dans un modèle infectieux qui peut être le cobaye ou la souris, c'est que ces bactéries étaient capables de finalement se débrouiller par rapport à cette flore microbienne complexe et à aller infecter le tissu. Là, c'est la surface du côlon, vous vous souvenez de la première diapositive, et là, ce sont les cryptes coliques, et vous voyez que les bactéries finalement divisent et envahissent dans cette zone. Et ce qu'on a montré, en fait, c'est que Shigella sonei, dans ce modèle de cobaye, mais aussi chez la souris, colonisait beaucoup mieux spontanément que Shigella flexneri. Il y avait en gros 2 voire 3 logs de différence, 100 à 1000 fois, c'est quand même quelque chose de considérable en efficacité de colonisation, mais les deux, bon an mal an pour Shigella flexneri et très bien pour Shigella sonei, étaient capables de coloniser très bien, vu par les nombres de bactéries dans la flore intestinale, dans les fécès, ou quand on gratte la surface muqueuse, des bactéries associées à la muqueuse. Alors on a utilisé cette approche de TNSEC pour essayer de voir quelle pouvait être la différence entre les deux. Et on a trouvé, et on s'en doutait un petit peu au départ parce qu'on avait quand même comparé les génomes, que Shigella sonei avait ce qu'on appelle un appareil de sécrétion de type 6. Et quand on faisait cette approche par le TNSEC dont je vous avais parlé tout à l'heure, parmi les mutants qui étaient incapables d'assurer une aptitude correcte dans ce modèle expérimental auquel on les soumettait, étaient des mutants à divers niveaux, dans divers gènes de l'appareil de sécrétion de type 6.
Alors, l'appareil de sécrétion de type 6, je ne vais pas voler le tonnerre d'Eric Cascales, hein, to steal the thunder, comme disent les anglo-saxons, mais juste pour vous dire ce que c'est, et puis il vous montrera lui-même en détail ce que c'est et comment ça marche. En fait, c'est un phage à l'envers, si on peut simplifier, et la queue du phage, en réalité, est un système qui va se construire à travers un fourreau ici dans le corps bactérien, dans le cytoplasme bactérien, et va traverser la membrane interne et la membrane externe de cette bactérie à gram négatif, parce que c'est uniquement chez les bactéries à gram négatif, et aller par l'intermédiaire de cette extrémité, là, au fond, perforer la membrane de la cellule bactérienne en face d'elle, et éventuellement, parce que c'est en plus un système de sécrétion, injecter dans cette bactérie victime, cible, un certain nombre de molécules, des DNases, des phospholipases, des choses qui vont en fait tuer très efficacement cette bactérie. Donc cet appareil de sécrétion de type 6, c'est une découverte relativement récente, il y a presque maintenant une dizaine d'années, en particulier par le groupe de John McKellanos à Harvard, qui est en fait un système à plusieurs opérons extrêmement complexe qui fait partie de ces grands appareils de sécrétion tels qu'on les connaît maintenant, les appareils de type 3, les appareils de type 4 et ainsi de suite. Et en fait, dans Shigella sonei, l'appareil de sécrétion de type 6 est fonctionnel. Tous les gènes sont là et ça marche, et ils sécrètent en fait des effecteurs classiques. Par contre, chez Shigella flexneri, dans la plupart des souches dont on a regardé le génome, il est là de façon cryptique. C'est-à-dire qu'en fait, il a été là à un moment, mais il a dégénéré, il a perdu ses gènes et il est donc non fonctionnel. Et l'idée, c'était bien entendu que ça expliquait cette différence, donc capacité de coloniser l'intestin du cobaye ou de la souris. C'est le travail d'un chercheur américain de l'Université de Chicago, Mark Anderson, que je vous montre ici très très rapidement. Donc on a fait un mutant pour essayer d'explorer justement ce que pouvait être cette fonction. Et là, c'est en hommage à notre chercheur qui va faire son séminaire tout à l'heure, de montrer qu'il a été un des grands intervenants dans ce système de type 6 pour nous en expliquer le mode de fonctionnement, à la fois sur les bactéries et éventuellement même sur les cellules eucaryotes. Et donc ça, c'est juste l'expérience un peu clé que je voulais vous montrer. Je ne vais pas vous décrire l'ensemble de l'histoire qui a été publiée il y a 3 ou 4 mois. En fait, voilà, vous prenez un animal avec une flore normale ou un animal chez lequel vous détruisez la flore en le traitant par des antibiotiques. Alors c'est un cocktail d'antibiotiques, de bêta-lactamine, streptomycine, d'antifongiques. Mais c'est surtout les bactéries qui comptent dans cette affaire-là. Donc vous prenez Shigella sonei, dont j'ai déjà parlé, et Shigella sonei, comme on l'a dit, se débrouille au niveau où vous le voyez ici, c'est-à-dire une colonisation tout à fait raisonnable. Si maintenant vous mettez des antibiotiques, avec une souche de sonei qui est résistante à ces antibiotiques, vous voyez que la colonisation est massive, c'est-à-dire qu'on gagne 4 ou 5 logs. Et ça vous donne cet effet de barrière du microbiote que vous avez détruit et dont on voit les effets sur la possibilité pour un pathogène de venir s'établir correctement. Et si on prend un mutant qui a été fait de façon ciblée dans un gène clé de l'appareil de sécrétion de type 6, donc vous considérez que l'appareil de sécrétion de type 6 n'est plus fonctionnel, vous voyez que Shigella sonei redescend à un niveau de colonisation, bon, il y a quelques exceptions, mais globalement à un niveau de colonisation très très bas, voire de non-colonisation. Donc ça vous montre que cet appareil de sécrétion de type 6 est vraiment l'organe essentiel qui permet à cette bactérie de se débarrasser du microbiote et d'aller coloniser l'animal, c'est-à-dire que ça remplace au fond l'antibiotique tel qu'on a pu l'utiliser expérimentalement. Si on transcomplémente, comme on dit, cette mutation, on récupère cette capacité. Par contre, Shigella flexneri, qui n'a pas d'appareil de sécrétion de type 6, vous voyez, est incapable de coloniser correctement dans ce système en l'absence d'antibiotiques, mais par contre, sans antibiotiques, il monte au plafond, ce qui veut dire qu'au fond, tout est dans cette affaire-là, affaire d'appareil de sécrétion de type 6, qui est quand même relativement impressionnant. Alors c'est d'autant plus intéressant que ça nous pose des questions d'écologie microbienne assez fascinantes. Alors, quelle est la cible de cet appareil de sécrétion de type 6 ? Je vous parlais de Sam Formol tout à l'heure. Et la cible, c'est Escherichia coli. Shigella appartient au genre Escherichia coli et va en fait assurer au sein de ce microbiote intestinal
une substitution écologique, c'est-à-dire qu'elle va tuer les Escherichia coli résidents, elle va les remplacer, et probablement comme ces Escherichia coli, comme ce sont des entérobactéries, c'est-à-dire des bactéries anaérobies qui peuvent vivre à la surface de l'épithélium parce qu'elles ont des capacités de défense, et en particulier elles peuvent respirer l'oxygène sans que ce soit toxique, va en fait se retrouver dans une position favorable pour aller envahir les tissus et procéder au processus infectieux. Donc c'est ce que j'appelle une substitution écologique, et ce n'est pas une bactérie qui, au fond, tire partout autour d'elle pour essayer de se faire un espace. Elle va directement cibler une espèce particulière, de préférence qui lui est très très proche taxonomiquement. Alors ça, c'est intéressant parce que ce qu'on voit à l'heure actuelle, à l'échelle de l'épidémiologie de la planète, c'est que Shigella flexneri est caractéristique des pays très pauvres, donc où l'hygiène est la plus médiocre, et Shigella sonei est caractéristique de la dysenterie dans les pays, disons, émergents ou les pays industrialisés. Par exemple, en Europe ou aux États-Unis, on trouve que Shigella sonei, alors qu'au Bangladesh ou en Afrique subsaharienne, on trouve surtout Shigella flexneri. Donc, ce qu'on est en train d'essayer de comprendre à l'heure actuelle, et on vous en reparlera dans le dernier séminaire avec Pascal Vonech, c'est au fond quelles pourraient être les différences de microbiote qui expliquent que l'un de ces microbes, Shigella sonei, est plus heureux dans un microbiote de gens nantis, et l'autre, Shigella flexneri, est plus heureux dans un microbiote de gens pauvres. Et le rôle de cet appareil de sécrétion de type 6 est probablement clé dans cette capacité, d'autant que si on met les deux microbes dans un tube à essai ou dans l'intestin d'un animal, ensemble, sonei tue Shigella flexneri à toute vitesse, et l'autre est incapable de se défendre. Donc ça vous montre un petit peu ces mécanismes d'attaque et cette course aux armements. Et je parle de course aux armements parce que un certain nombre de commensaux classiques, qui ne sont pas nécessairement pathogènes du tout, ont des appareils de sécrétion de type 6. C'est le cas particulièrement des Bacteroidetes. Et puis, inversement, des pathogènes, Vibrio cholérique, Salmonella typhimurium, Pseudomonas aeruginosa ont des appareils de sécrétion de type 6, mais qui caractérisent probablement largement un élément de pathogénicité, surtout à ce stade important, encore une fois, qu'on a peut-être un tout petit peu trop négligé dans les mécanismes des maladies infectieuses, qui est donc l'interaction précoce avec les éléments de la flore intestinale, du microbiote, tout ça devant être élargi à terme dans la compréhension des rôles de la flore et de barrières de la flore, par exemple dans l'appareil respiratoire. Qu'est-ce qui fait qu'un pneumocoque, qui est un commensal classique des voies respiratoires supérieures, va un jour décider de devenir invasif et de causer une pneumonie ou une méningite? On ne sait toujours pas ce qui s'est passé au niveau de ce microbiote. Pourquoi Neisseria meningitidis, le méningocoque, qui est aussi en période hivernale assez fréquemment un commensal de la muqueuse respiratoire, va à un moment, chez 2% de la population, décider de transloquer, d'envahir l'organisme et de passer la barrière hémato-encéphalique. Tous ces jeux de commensaux pathogènes commencent à émerger à l'heure actuelle, et c'est, je dirais, un des domaines fascinants des prochaines étapes de l'étude et de la compréhension des mécanismes des maladies infectieuses. Donc voilà, je vais terminer là. Comme d'habitude, j'ai sûrement été un petit peu long, et c'est une maladie qui ne va probablement pas s'arranger en vieillissant. Je suis prêt à prendre quelques questions, si vous le voulez, ou on fait un petit peu comme on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on fait un petit entracte de quelques minutes de manière à ce que notre scientifique qui va présenter son séminaire puisse se préparer. Puis on essaye de discuter à la fin, de faire une espèce de petite table ronde en prenant l'ensemble, d'autant plus que là, les deux présentations sont très proches. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et